Bonjour à tous et à toutes. Alors effectivement je suis passée chez le coiffeur mais ce n'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui puisque je suis là pour vous présenter mon deuxième point lecture pour le mois d'avril. Côté roman ce sera tout ensuite pour le mois d'avril. Par contre je vais faire un point lecture spécial graphique qui sera donc en fait le prochain point lecture de la chaîne et ça va mélanger des lectures de fin avril et de début mai parce que j'en avais pas mal à vous présenter donc voilà. Pour ce qui est d'aujourd'hui, du coup j'ai 4 romans ainsi que 2 mangas différents à vous présenter. Tout d'abord je vous parlerai de La Maison des Égarés par Julie Kibler. Ensuite ce sera au tour de D'or et d'oreiller par Flore Vesco. Puis je vous parlerai de A Birthday par Meredith Russo. Et pour terminer côté roman, je vous parlerai de Nevernight par Jay Christophe. Ensuite côté manga, je vous parlerai tout d'abord du manga Mes yeux rivés sur toi par Kuro Nohara aux éditions Akata et je vous parlerai également de ma relecture des 2 premiers tomes de Deep Sea Aquarium Macmel aux éditions Vega. Du coup je commence tout de suite avec La Maison des Égarés par Julie Kibler qui est un titre donc, qui est sorti aux éditions Belfond dans leur collection du Cercle qui est une collection de romans plutôt historiques. Ou à travers les époques. En l'occurrence, ça se passe effectivement sur 2 époques, enfin sur 3 époques en fait. Ça se passe globalement dans les années 1920, je crois, si je dis pas de bêtises au départ. Dans les années 1920, dans les années 70-80 et de nos jours. En fait, on va suivre au départ dans les années 1920, on suit l'histoire d'une maison qui a réellement existé, qui s'appelait donc en anglais, c'est la maison pour jeunes femmes égarées et mises de côté. En gros, le titre, en gros, c'est plus ou moins ce que ça veut dire. Donc, d'où le titre traduit La Maison des Égarés, qui en fait était un refuge qui existait réellement, donc à Burakeu, apparemment. Et c'est un endroit du coup au Texas qui a réellement existé et qui du coup accueillait des jeunes femmes qui étaient dans des difficultés. Et qui accueillait notamment des jeunes femmes avec des enfants qui étaient seules et qui avaient du mal à subvenir à leurs besoins. On y trouvait pas mal d'anciennes prostituées, d'anciennes droguées, ou de personnes qui avaient été mises dehors par leur famille, etc. Et qui essayaient de s'en sortir. La particularité de ce foyer, donc il était tenu par un couple religieux, mais la particularité c'est que c'était pas du tout un foyer comme beaucoup d'autres qui avaient pour... qui récupéraient les enfants pour les faire adopter par d'autres familles, mais c'était un foyer qui estimait que la meilleure personne pour s'occuper des enfants c'était leur propre mère, mais juste que leur mère avait besoin d'aide pour réussir à mieux s'en occuper. Donc voilà, du coup c'était une maison qui gardait ensemble les mères et les enfants et qui les aidait à mieux vivre ensemble et qui aidait les femmes à surmonter leurs difficultés, soit pour une durée restreinte, le temps qu'ensuite elles puissent partir, ou bien qui les gardait pour de très très nombreuses années. Donc toute cette histoire on va la découvrir en même temps que 2 femmes qui sont à une université au Texas. L'une des 2 est bibliothécaire et l'autre est une étudiante qui vient en stage et qui va découvrir du coup par le biais de la bibliothécaire l'histoire de ce foyer et va replonger dans les souvenirs, dans les carnets, etc. et va découvrir l'histoire de toutes ces femmes. Et donc on suit également la bibliothécaire, la documentaliste plutôt, quand elle était elle-même plus jeune et sur ce qui lui arrivait quand elle était plus jeune et ce qui l'emmène à ce tempérament un petit peu renfermé, mais ce qui l'amène également à être sensible à cette jeune fille qui va arriver et qu'elle va aussi prendre sous son aile d'une certaine manière. C'est un récit que j'ai trouvé vraiment très touchant, j'ai eu beaucoup d'attachement pour toutes ces femmes, tous ces personnages que l'on suit, puisqu'en fait on suit 2 femmes principales, on va dire, dans l'époque ancienne, et puis donc 2 femmes dans l'époque actuelle. C'était vraiment très bien, je trouve que le mélange entre fiction et réel est vraiment très intéressant. J'ai pu assister à un échange en fait avec Julie Kibler qui s'est fait sur une discussion sur Facebook. Et du coup elle expliquait justement tout son travail de recherche, comment ça s'était passé, etc. Et c'était vraiment très intéressant. Elle en parle également un petit peu à la fin dans un entretien. Donc voilà, c'était vraiment très intéressant pour tout ça. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est de voir les difficultés que rencontrent toutes ces femmes à travers les époques et les difficultés notamment qu'elles rencontrent dans leur couple, mais aussi dans leur relation à la société, comment la société les perçoit.
et également dans leur relation à l'église, puisque du coup l'église est assez importante et Julie Kibler explique donc qu'elle-même a une relation à l'église qui est un petit peu particulière, puisque son père et son premier mari étaient pasteurs, si je dis pas de bêtises, mais qu'elle s'est pas mal éloignée de tout ça et qu'elle montre dans son livre à la fois des côtés positifs et des côtés négatifs de l'église qui correspondent peut-être finalement avec sa vision des choses. On va laisser passer l'ambulance. Voilà. Donc voilà, pour ce qui est de ce récit, c'est un titre du coup que j'ai bien apprécié, qui parle beaucoup de solidarité entre toutes ces femmes, de comment elles vont s'aider, et ça c'était vraiment très chouette. C'est également un titre qui parle de résilience à travers des histoires qui sont souvent compliquées, et de ce qui va se passer par la suite. C'était voilà, vraiment très chouette. Par contre le rythme est globalement un peu lent, et j'ai mis un petit peu de temps quand même à entrer dans l'histoire, etc. Et il y a des passages où voilà, c'est un petit peu lent, mais c'est un récit que j'ai vraiment apprécié, qui m'a vraiment touchée. Il fait 500 pages. Et donc voilà, le premier titre de Julie Kibler s'appelle Les couleurs de l'espoir. Il est disponible en poche maintenant. Et c'est un titre que j'avais vraiment adoré, qui racontait une histoire d'amour à l'époque de la ségrégation raciale. C'était vraiment une super belle histoire. J'en garde un souvenir vraiment très ému. C'est pour ça aussi que j'avais hâte de découvrir La Maison des Égarés. Mais voilà, en tout cas, je vous recommande les titres de Julie Kibler si vous aimez les histoires historiques avec des fonds de vérité, en tout cas avec beaucoup de recherches derrière, et puis des histoires globalement très émouvantes. Ensuite, j'ai donc lu D'or et d'oreiller par Flore Vesco. À nouveau, ça a été une très bonne lecture. Dans l'ensemble, c'est vraiment de très bonnes lectures que je vous présente aujourd'hui. D'or et d'oreiller, c'est donc publié aux éditions de l'École des loisirs. J'avais également lu donc son précédent qui s'appelle L'estrange malaventure de Mirella. C'est celui pour ma part que j'ai lu, qui était assez sympa mais un peu bizarre. À nouveau, Flore Vesco nous propose ici aussi une réécriture de conte, bien qu'ici on ne parle pas forcément d'un conte en particulier. Enfin, le départ fait penser à un conte en particulier, mais ensuite ça mélange plutôt différents codes du conte. Dans ce récit du coup qui est destiné lui à un public vraiment plus âgé, on est ici vraiment sur des grands adolescents. On va suivre en fait l'histoire de Sadima, qui est une jeune femme, qui est en fait une domestique, et dans le coin où elle est, donc elle est au service d'une famille qui a 3 filles, et dans le coin où elle est, il y a un homme qui va déclarer qu'il cherche à se marier et que pour se marier, il reçoit toutes les jeunes filles au château et qu'il est doté d'une immense fortune. Du coup, la famille Watkins pour laquelle travaille Sadima va se rendre au château et elle va rester au château avec les 3 filles. Les 3 filles vont passer la fameuse épreuve qui est de dormir en fait toute seule dans une chambre sur un très très haut matelas. En fait Sadima va elle aussi être amenée à passer cette épreuve, et ensuite on va voir toute son histoire avec le fameux prince, en tout cas je sais pas exactement s'il a un titre de prince ou de duc ou de baron, je sais plus, un lord en tout cas, et voilà, donc elle va passer du temps au château avec le lord et apprendre à découvrir pas mal de choses sur ce château qui est ma foi assez flippant et dans lequel il se passe plein de choses très étranges. C'est un titre qui est très intéressant, qui parle beaucoup du plaisir féminin. C'est pour ça aussi que je vous dis que c'est pas forcément adapté à tout âge. C'était vraiment un titre très intéressant, enfin ça change beaucoup du coup des contes classiques. C'est très moderne, c'est féministe et en même temps ça garde tous ses codes. C'est un titre qui est assez court, il fait 230 pages. Malgré tout, il y a un démarrage qui est un petit peu lent à passer. Mais ensuite, c'était vraiment très chouette. Et Flore Vesco écrit avec beaucoup de jeux de mots et en utilisant beaucoup beaucoup de travail sur la langue. Et je trouve ça vraiment très chouette. C'est une écriture qui est vraiment travaillée. Et je trouve ça très plaisant à lire. Pour ma part, c'est un style que j'aime vraiment bien. Je suis très curieuse de voir ce qu'elle fera la prochaine fois. Et du coup, j'ai mis la note de 17 sur 20 à ce récit. Ensuite, on va parler de A Birthday par Meredith Russo, et à nouveau j'avais aussi lu le précédent de l'autrice qui s'appelait Celle dont j'ai toujours rêvé et qui avait été une très très bonne lecture pour ma part. C'est un titre que j'avais beaucoup aimé et du coup j'attendais avec grande impatience la traduction de Birthday en français qui est donc enfin arrivée. Malheureusement ils ont choisi la couverture moche, hein, voilà, il y a 2 couvertures qui existaient en VO, une très sympa et celle-ci, mais bon voilà. Dans cette histoire du coup on va suivre l'histoire de Eric et de Morgan. Ce sont 2 adolescents qui ont grandi ensemble, ils sont nés le même jour à la même maternité, ils ont passé toute leur scolarité ensemble et s'ils étaient les meilleurs amis du monde quand ils étaient plus jeunes, finalement ils se sont un petit peu éloignés par la suite.
Et nous on va les suivre du coup le jour de leur anniversaire, de leur 13 à leur 18 ans, si je dis pas de bêtises, 18 ou 19 ans. Et donc voilà, on va les suivre comme ça à travers les années, en sachant, comme je vous dis, voilà, qu'ils se voient toute l'année. C'est juste que nous on les suit que le jour de leur anniversaire à chaque fois. Et du point de vue des deux, du point de vue d'Eric et du point de vue de Morgane. Morgane est une fille trans, elle est née dans un corps de garçon et a été perçue comme un garçon pendant très longtemps. Et elle a en plus de ça une mère qui est décédée récemment des suites d'une maladie. Elle vit seule avec son père qui est coach sportif, donc du coup qui est entraîneur en fait de baseball et qui du coup a quand même de certains plans pour son fils. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Et puis en face de ça on a Eric. Eric n'a pas forcément une famille très facile non plus, ce qui est un petit peu plus insidieux que Morgane, pour lequel ça se voit, enfin, sa mère est décédée donc tout le monde le sait. C'est un peu plus compliqué pour Eric, c'est quelque chose d'un petit peu plus insidieux, d'un petit peu plus pernicieux également, puisque ce sont des relations familiales qui sont très compliquées, je vous en dirai pas plus. Mais voilà, en tout cas dans les deux cas il y a quand même des codes, enfin des attentes vis-à-vis de la société et on va voir justement comment est-ce qu'ils vont faire face à tout ça. Et ensuite du coup Morgane, pendant une grande période de questionnement dans sa vie, elle sait qu'elle est une fille mais elle ne sait pas comment le dire aux autres, comment ça va se passer, comment est-ce qu'elle va, si elle va être acceptée, si elle va être rejetée, comment l'annoncer à Eric, comment l'annoncer à son père, enfin voilà, c'est très compliqué. Et c'était vraiment un récit très touchant, très émouvant. J'ai beaucoup aimé la relation entre les deux personnages, c'était vraiment très très chouette, il y a beaucoup de belles émotions dedans. C'est un titre avec des éléments qui sont vraiment difficiles par rapport au sujet dont je vous ai parlé, mais également par rapport à d'autres, et notamment, il met notamment un trigger warning sur les tentatives de suicide dans ce récit. Donc voilà, c'est vraiment un récit qui est compliqué, mais je préfère le dire, je trouve pas que ce soit un spoil, c'est un récit qui finit bien. Et je trouve ça bien d'avoir des récits qui finissent bien sur ces sujets qui sont souvent compliqués, et de montrer que même s'il y a plein de choses compliquées, le message qui en ressort au final, c'est un message qui est positif, et je trouve ça important. J'ai oublié de préciser, Meredith Russo est une femme trans, donc voilà, c'est également un récit qui est on voices, qui est écrit par une personne concernée, donc qui est d'autant plus vrai, je pense, ou en tout cas d'autant plus proche d'un vrai vécu, même si chaque vécu est différent. Mais voilà, en tout cas c'était vraiment très très bien, j'ai beaucoup aimé ce titre. Il m'a beaucoup émue, et je suis très contente du coup qu'il ait enfin été traduit, et du coup comme je l'attendais depuis de nombreuses années, j'avais peur d'avoir de trop grosses attentes et d'être déçue, et au final pas du tout, ça a été une superbe lecture. Donc voilà, je suis vraiment très très contente et je vous encourage à le découvrir. Apparemment le niveau en anglais est assez simple, donc voilà, peut-être éventuellement le lire en anglais si vous êtes suffisamment à l'aise avec ça, mais sinon donc il est sorti en français chez Pikaji. Et du coup, pour terminer, je vais vous parler de Nevernight par J. Christophe, qui est publié aux éditions de Saxus. Et ici aussi, c'était une traduction que j'attendais depuis des années. Pour vous situer, pour ma part, Nevernight, la hype n'a pas du tout commencé avec de Saxus. C'est un titre dont j'attendais la traduction depuis très longtemps, puisque j'ai commencé à entendre parler de Nevernight à peu près quand je me suis lancée sur Booktube, donc autour de 2015-2016. Autant vous dire que ça fait quand même un paquet d'années. La série n'était pas terminée à cette époque-là, je suis même pas sûre que le deuxième tome était sorti. Mais voilà, en tout cas, pour ma part, c'est une série vraiment dont j'entendais beaucoup de bien depuis très longtemps en VO, et du coup, j'avais très très hâte de la découvrir. Malheureusement, quand elle est sortie, il y a eu plein d'avis qui étaient assez partagés, et puis il y a eu pas mal de polémiques autour de J. Christophe, notamment parce qu'il ne se comporte pas très bien sur Twitter, notamment avec des propos qui sont assez racistes et pas forcément très chouettes non plus, je crois, à l'égard des femmes. J'ai pas exactement lu tout ce dont il était question, mais voilà, en tout cas, je sais qu'il y a eu quelques trucs un petit peu moyens. Dans ce récit-là, il y a également un sujet qui a un peu fait polémique, et je vais vous en reparler parce qu'effectivement moi c'est vraiment quelque chose qui m'a dérangée dans ce récit, même si dans l'ensemble ça a vraiment été une très bonne lecture. Nevernight, du coup, c'est l'histoire de Mia Corver, qui est une jeune femme. On est ici dans un titre de fantasy, dans un univers complètement inventé. Elle vit à Sepulcra, dans une famille assez haut placée, puisque son père est un bras droit du dirigeant actuel. Sauf qu'en fait son père va être accusé de trahison et va être pendu en place publique, ou exécuté, je sais plus, enfin bref, en tout cas voilà, exécuté en place publique, et la famille de Mia va se retrouver complètement emprisonnée, etc. Et comme Mia est assez jeune, c'est la seule qui va finalement s'en sortir, et elle va sortir de tout ça avec deux particularités.
La première, c'est un très très gros désir de vengeance et une envie d'exterminer absolument toutes les personnes qui ont été responsables de ça. Donc ça passe par le dirigeant suprême, le bourreau, ses autres bras droits, la personne qui l'a accusé, etc. Enfin bref, voilà, elle veut tuer tout le monde. Et puis l'autre particularité qu'elle va acquérir suite à ça, c'est la particularité de devenir une enténébrée. Une enténébrée, c'est une personne qui n'a pas de peur et qui a des particularités liées aux ombres. Et si elle n'a pas de peur, c'est parce qu'en fait elle a un compagnon qui absorbe toutes ses peurs. Les enténébrés sont très rares et voilà, du coup Mia en fait partie. On comprend du coup, parce que c'est pas ce qu'on va suivre, mais on comprend qu'en fait voilà, pour assouvir son désir de vengeance, elle va commencer par s'entraîner pendant plusieurs années auprès d'un maître assez pulcra, de manière assez cachée, et puis va finalement partir dans le désert, dans une sorte de désert en tout cas, pour rejoindre une grande école d'assassins qui est au service de la déesse de la lune en quelque sorte. On est dans un monde dans lequel il y a 3 soleils et une lune, et du coup il fait jour à peu près 365 jours par an et 24 heures par jour pendant 12 ans si j'ai bien compris, et une fois tous les 12 ans il fait nuit. Mais voilà, et donc du coup en gros les dieux du soleil c'est ceux qui sont très vénérés, la déesse de la lune c'est un petit peu la représentation de la magie occulte et de ce genre de choses. Et du coup, il y a une école d'assassins qui existe, qui est au service de la déesse de la lune, c'est celle-là que Mia va décider de rejoindre. Et donc du coup, nous voilà, on la suit à partir du moment où en fait elle se lance dans le périple d'aller rejoindre cette école d'assassins, et ensuite toute son histoire dans l'école d'assassins. Globalement, je trouve qu'on est sur un point de départ en fantasy qui est assez classique, qu'on a déjà vu. Le côté envie de vengeance avec une école d'assassins, c'est pas forcément ce qui se fait de plus original. Par contre, c'est un récit qui est vraiment très très prenant. Une fois passé le tout début, en fait, l'arrivée à l'école prend à peu près 200 pages, 100 premières pages qui se lisent assez bien et les autres 100 pages qui se lisent un petit peu plus, voilà, un peu moins facilement. C'est un titre qui fait quand même 750 pages au total pour ce premier tome, et donc il y a une grosse partie qui se passe dans l'école. C'est une école dans laquelle clairement on fait pas de cadeaux, c'est tous les maîtres sont tous des enflures avec des idées toutes plus tordues les unes que les autres. Ils n'hésitent absolument pas à tuer leurs élèves si c'est pour leur apprendre quelque chose, ils en ont rien à faire. Voilà. C'est un titre du coup que j'ai vraiment trouvé très intéressant. J'ai également noté quelques facilités en termes de récit, en plus du schéma un petit peu classique. Je trouve que par exemple il y a certains personnages, enfin forcément du coup comme je vous l'ai dit, hein, ça tue, attire les rigots, donc il y a beaucoup de personnes qui meurent, mais je trouve que dans le choix des personnes qui meurent c'est parfois un petit peu facile. Il y a beaucoup de personnages qui meurent en fait dont on ne sait absolument rien, qu'on n'a pas du tout appris à connaître, et je trouve ça un petit peu dommage. Et plus facile en fait de tuer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Il y a certains personnages qui auraient vraiment mérité d'être plus explorés, parce que je pense qu'il y en a certains qui avaient matière à être très intéressants et qui auraient mérité de ne pas être zibouillés tout de suite, et ça aurait pas forcément nécessité tant de pages que ça d'expliquer un petit peu plus leur histoire et juste d'expliquer ce qui les avait amenés en fait dans l'école d'assassins, ce qui n'est pas du tout expliqué. Et puis il y a également des éléments sur la fin que je trouve un petit peu faciles, qui sont pas forcément résolus. A noter également que Mia est juste empreinte d'un très très gros désir de vengeance, et qu'elle ne remet pas à ce stade en question du tout tout le fonctionnement de l'Empire, enfin je sais plus si c'est un empire ou enfin bref, elle ne remet pas du tout en question voilà, tout ce fonctionnement, mais ça je pense que c'est quelque chose qui sera abordé dans les 2 autres tomes, puisque du coup c'est une série qui est terminée en 3 tomes, et le tome 2 sort d'ailleurs en français en juin, donc je me le procurerai très probablement. C'est un titre que j'ai lu du coup en lecture commune avec Julie, et du coup bah, Julie, si tu passes par ici, merci beaucoup pour la lecture commune, merci de m'avoir poussé à le sortir, puisqu'effectivement c'est un titre que j'attendais depuis longtemps, que j'avais très envie de lire, mais toutes les polémiques qui étaient sorties dessus m'avaient un petit peu refroidi. Et pour terminer, du coup, je vais vous parler vraiment du gros souci pour moi de ce livre, alors qui est un gros souci dans le sens où c'est quelque chose que je trouve très dérangeant, mais qui n'est pas un gros souci en termes de nombre de pages, puisque ça concerne 3 passages de 4-5 pages, je pense, sur un titre de 750 pages. Mais en fait, ces 3 passages sont des scènes de sexe extrêmement explicites, c'est-à-dire que c'est un cours de sexe à ce stade, en tout cas pour les 2 scènes de la fin, pas pour la première. Puisque la première on est plus sur quelque chose qui relève du viol, mais voilà, c'est des scènes qui sont extrêmement explicites et qui n'ont, je trouve, pas d'intérêt, c'est à dire que pour la première
La manière dont ça nous est expliqué est un peu bizarre, c'est vraiment la scène d'introduction, hein, c'est le prologue. La manière dont c'est abordé, pourquoi pas, mais alors vraiment ça n'avait pas besoin d'être aussi détaillé, et puis en plus ça sexualise quand même beaucoup le corps de Mia qui est une ado à ce moment là, donc c'est un peu gênant. Pour ce qui est de la suite, elle est toujours jeune et je trouve toujours que ça sexualise le corps et je trouve ça toujours dérangeant de ce côté là, mais elle passe du temps enfermée dans un endroit très tenu secret avec d'autres élèves qui s'entraînent et qui vivent des choses très compliquées. Et du coup, le fait que dans ce contexte-là, il y a un rapprochement qui se crée, c'est quelque chose qui, pour le coup, est davantage crédible et qui me gêne moins par rapport au contexte, même si, en fait, Mia a 14 ans à ce moment-là. Donc voilà, mais on va dire que ça s'intègre un petit peu plus. Elle pourrait être un peu plus âgée, ça changerait rien et ça passerait mieux. Mais dans son comportement, elle a plutôt l'air d'être plus âgée. Donc finalement, quand on se souvient qu'elle a 14 ans, ça paraît un peu bizarre. Son comportement est plus celui d'une grande adolescente de 17 ans, 18 ans, quelque chose comme ça. Donc voilà, pour ce qui est de mon avis sur Nevernight, c'était un petit peu confus, j'avais pas mal de choses différentes à dire. Malgré tout, le bilan c'est que c'est un titre qui est quand même très prenant, qui est très surprenant, et dans lequel il se passe beaucoup de choses et qui est mystérieux et avec beaucoup de très bonnes idées en termes de magie notamment, et tout ça fait que j'ai très envie de savoir la suite, même s'il y a effectivement des points qui m'ont dérangé. Et du coup, pour terminer, côté manga, ça va aller un peu plus rapidement. Tout d'abord, Mes yeux rivés sur toi, donc par Kuro Nohara, je crois que c'est un mangaka coréen. Et c'est un titre du coup qui est paru au départ sous forme d'épisode et ensuite donc en version intégrale. Donc c'est du coup un one shot qui fait une taille de manga classique. En termes de dessin, on est là-dessus, donc c'est du dessin assez classique, assez standard. C'est un manga tranche de vie qui m'intéressait parce que j'aime beaucoup des séries comme Le mari de mon frère, Blue Flag, etc. Et c'était cette veine-là qui m'intéressait de retrouver. Effectivement, on est un petit peu là-dessus dans le sens où ça se passe dans un lycée et qu'on suit deux garçons qui ont été très amis quand ils étaient enfants, mais l'un des deux est parti de la région et il va revenir alors qu'ils sont au lycée. Et ils vont du coup à nouveau se rapprocher. Un peu comme dans Blue Flag, on a également la thématique des études, de savoir ce qu'on veut faire plus tard, etc. qui est posée. Après ça va beaucoup plus vite parce que c'est en un seul tome. Et puis en plus de ça, il y a un des deux personnages en fait qui va révéler ses sentiments très vite à l'autre. Et du coup, ça entraîne des questions mais alors complètement bizarres et complètement tordues et assez dérangeantes. C'est très maladroit mais du coup c'est assez dérangeant. Donc voilà, ça pose des questions sur l'homosexualité, sur l'adolescence. À côté de ça, il y a également quand même de jolis moments. Donc voilà, c'était plutôt sympa. C'est pas du tout un titre qui va me rester en mémoire. Je pense, mais c'était sympathique, j'ai bien apprécié ma lecture, je lui ai mis la note de 15 sur 20. Et j'ai également du coup relu Deep Sea Aquarium Magmel, les tomes 1 et 2, donc par Kiyomi Sugishita. C'est publié aux éditions Vega qui appartiennent maintenant, je crois que c'est que depuis récemment, à Dupuis. C'est une série qui est terminée en 5 tomes. La publication s'était arrêtée pendant très longtemps au tome 3 et finalement le tome 4 est sorti et le tome 5 est prévu pour début juin. Donc voilà, on a enfin la fin de cette série qui arrive en français. Pour ma part, j'avais déjà lu du coup les 3 premiers tomes, j'attendais avec grande impatience la suite, mais elle n'était jamais publiée. Du coup, j'avais revendu mes tomes, et puis donc là, en annonçant qu'ils ressortaient, ils ont proposé du coup des offres découvertes à 3 € pour les 3 premiers tomes. Donc voilà, je sais pas si ça se trouve encore, mais si vous pouvez les trouver, vraiment, je vous recommande très très chaudement de vous lancer à la conquête de cette série, parce que je trouve vraiment que c'est une série qui change de ce qu'on voit d'habitude, même si je suis pas très experte en manga, franchement, c'est la seule dans ce style. On est sur une série qui se passe dans les abysses, qui se passe en fait dans un aquarium qu'on voit juste ici. Alors, en fait, c'est un aquarium qui est plutôt conçu comme une sorte de pôle d'observation qui est situé dans les abysses à côté de Tokyo et qui permet d'observer en fait toutes les abysses. Alors il y a certaines espèces qui sont vraiment en captivité entre guillemets, mais on nous explique pour quelles raisons. Et puis c'est surtout donc voilà un observatoire pour tout ce qui se passe autour et c'est vraiment très chouette. Et nous dans tout ça on va suivre ce jeune homme qui a une relation aux abysses qui est qui est très forte et qui est liée à 2 éléments. D'une part, il a toujours été fasciné par les abysses, et puis c'est également lié à quelque chose de sa famille, mais je vais pas vous en dire plus parce que c'est quelque chose qu'on découvre au fur et à mesure des tomes. Et du coup, en fait, au départ, il est présent à l'inauguration du Magmel quand ça ouvre et quand il est enfant, et on va le suivre ensuite quand il est adolescent. Et il s'est fait embaucher, mais pour l'instant en tant que balayeur. Voilà, du coup, il est balayeur au Magmel et il est déjà ravi
de côtoyer ce monde qu'il adore, et puis finalement on va lui proposer des choses, il va devenir soigneur assistant, etc. Et c'était très chouette. En termes de dessin, du coup, on a des très beaux dessins des abysses, et puis on a également des planches comme ça au début de chaque chapitre qui nous expliquent l'histoire en fait d'une créature qu'on voit un peu dans le chapitre en question. C'est un titre qui est vraiment très chouette, j'aime vraiment bien les relations humaines qui sont dedans, ça apprend vraiment plein de choses sur différentes créatures des abysses. Il y a un côté aussi assez écologique, assez protection de l'environnement, etc. Donc voilà, c'est vraiment un titre que je trouve très chouette, qui me plaît beaucoup. Donc voilà, pour l'instant j'en suis du coup à la relecture du tome 2. Je vais encore lire du coup les tomes 3 et 4 pour être prête pour la sortie du tome 5 début juin. Donc voilà pour ce qu'il en est. J'en ai donc fini avec ce point lecture, j'espère que ça vous aura plu, j'ai l'impression que ça a été un petit peu long. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, surtout que ça a été vraiment de très chouettes lectures. N'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie de découvrir certains de ces titres, s'il y en a certains peut-être que vous avez déjà lus. Et puis donc pour ma part je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!